La séquence magnéto va nous montrer Jean-Luc Mélenchon. C'était à Bordeaux le 29 novembre. Il y avait foule dans la rue, dans la salle, sur ce sujet-là. Et va nous rejoindre une représentante du parti de gauche, Corinne Morel-Darieux. Le problème urgent et immédiat est celui qui va retentir comme un défi, qui va nous permettre d'avancer. C'est que la maison brûle, comme disait Chirac. Franchement, quand 50% des espèces vertébrées ont disparu de la planète, quand la chaleur est montée de 20 points au-dessus du seuil auquel il est normal qu'elle se trouve dans l'Antarctique, est-ce que vous croyez vraiment qu'à ce moment-là, la question qui se pose, c'est celle de l'ISF ? Ne croyez pas que je caricature. Donc nous sommes toujours partis de la demande. La politique du camp progressiste, ça a toujours été de partir de la demande. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est nécessaire? Que faut-il faire? Eh bien là, nous avons un problème. Nous devons nous mobiliser tous pour répondre aux défis qu'a créé la prédation excessive sur la nature. Mais au moment de le faire, quand on dit à tout le monde « Allez, on va faire l'effort », qu'est-ce qu'on découvre? Que la société est pourrie d'inégalités, qu'il y a des masses de pauvres, des milliers de gens qui sont hors circuit, qui n'ont qu'une chose à faire chaque jour, c'est se demander comment ils vont tenir jusqu'au lendemain et le jour d'après pour eux et leurs enfants. L'inégalité ronge l'unité de l'espèce humaine et sa capacité à être ensemble pour faire face à cet énorme défi qui avance. Les deux choses se tiennent. Le programme politique que nous présentons répond aux deux questions. Pour faire face au défi du changement climatique, il faut changer complètement le mode de production, le process de production et notre manière de consommer, ainsi que la répartition des richesses. C'était donc Jean-Luc Mélenchon à Bordeaux, fin novembre. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, ce logo, le FI, la lettre grecque, FI, France Insoumise. Et on parlait programme tout à l'heure avec notre invité Yannick Jadot. Le vôtre est en cours d'élaboration. Le leur et le sien vient de sortir avec 3 urgences. L'urgence démocratique, l'urgence sociale et l'urgence écologique. C'est tout ce passage-là avant les questions internationales. Pardon à Corinne Morel-Darleux et pas Darieux. Je suis désolé d'avoir fait cette erreur. Vous êtes donc depuis sa création au Parti de gauche. Symboliquement, le Parti de gauche se crée en 2009, au moment où vous devenez... Un tout petit peu avant. Oui, légèrement, mais pratiquement la même année, c'est ce que je voulais dire, au moment où vous rentrez vraiment en politique en étant élu au Parlement européen. Vous étiez dans ce mouvement Utopia qui avait un pied au Parti socialiste et dans d'autres courants de la gauche, l'utopie. Et là, au Parti de gauche, depuis le début, vous êtes coordinatrice des assises pour l'écosocialisme et conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. À toi, Léna. Juste avant de vous entendre, Corinne Morel-Darleux, j'ai une question pour vous, Yannick Jadot. On a écouté en meeting donc Jean-Luc Mélenchon faire le lien entre sa lutte contre le dérèglement climatique, son projet pour l'écologie et la lutte contre les inégalités. En quoi êtes-vous en désaccord sur ce qu'on vient d'entendre ? Sur ce que j'ai entendu là, sur l'importance de lutter contre le dérèglement climatique, contre l'extinction des espèces et contre les inégalités sociales, j'ai pas de désaccord. Alors pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Mais parce que nous avons, y compris dans la... on peut, et j'entends Jean-Luc Mélenchon le dire, on peut vouloir absolument la protection de l'environnement et la lutte contre les inégalités. C'est aussi au cœur de notre projet. Après, la question, c'est quel est le modèle d'organisation de la société qui répond à ça. Dans l'ADN écolo, depuis sa fondation, ça repose d'abord sur l'autonomie, la responsabilité des citoyennes et des citoyens qui s'organisent entre eux pour construire cette réponse. C'est un changement de l'imaginaire et de la culture de la société. Et pas la planification, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Non, mais la planification, moi, ça fait 20 ans que je fais des conférences internationales sur le climat. La conférence internationale sur le climat, c'est une planification
de la résolution du climat. La question d'après, c'est de savoir quels sont les acteurs moteurs de cette transformation. Moi, ce que j'entends... On peut se tutoyer ? Je pense, oui. Oui, bon. Vous connaissez, vous avez Oui, bien déjà sûr, on débattu se tutoie, mais en ensemble, plus, milité. on a fait liste commune en Rhône-Alpes, Auvergne. Donc, ce que j'entends... Vous avez fait liste commune en Rhône-Alpes-Auvergne. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui, Ouais, c'est ça. tout à fait. Donc, Non, ce mais que je le soulignais juste. D'accord. Vous voulez le répéter une fois encore ? On aime toujours les causes communes ici à Mediapart, D'accord, c'est bien. que ce soit le Carrefour. Très bien. Allez-y, pardon. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce que j'entends souvent dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est que dans cette planification, l'État est celui qui construit la réponse et est en situation très forte d'impulsion. L'État, dans toute sa force, y compris, ça nous arrive régulièrement de s'engueuler avec Jean-Luc Mélenchon quand on se voit à Strasbourg, c'est aussi une pensée de la démocratie. C'est aussi une pensée de l'homme providentiel ou de la société providentielle. C'est aussi une pensée, vous voyez, de quelle est... Moi, je me bats pour que l'État ait de bonnes politiques, mais je crois profondément que le changement de la société, qui est nécessaire, tant les transformations sont importantes, soit la production, la consommation, l'organisation démocratique, l'organisation sociale, la lutte contre les inégalités, c'est tellement important que l'État ne peut pas se mettre en surplomb de la société, que l'État ne peut pas forcer la société. Et ce que j'entends trop, ce que je pressens, peut-être je me trompe, trop souvent de la part de Jean-Luc, y compris Jean-Luc Mélenchon dans son expression, c'est l'idée qu'à un moment donné, quand on est chef de l'État, tout en haut, et bien quelque part, si on est sur la bonne cause, on peut forcer un peu la société. Et moi, je ne crois pas qu'on puisse forcer la société. Ce n'est pas l'ADN écolo. Vous voulez forcer la société, Corinne Morel-Darleux ? Non, pas du tout. Sur la planification écologique, je crois qu'il y a eu beaucoup de malentendus et peut-être un petit peu d'ignorance aussi, puisque sur la planification écologique, c'est vrai que c'est un mot qu'on a utilisé un peu comme un mot obus pour provoquer le débat, mais on a fait un petit peu plus que ça, puisqu'on a même déposé une proposition de loi sur la planification écologique, dans laquelle était détaillée justement l'articulation entre le niveau national, le niveau de l'État et le niveau local. Et dans cette proposition de loi, il est très clairement établi que le cadre national, c'est ce qui permet au contraire de fournir un cadre démocratique, parce que c'est aussi le cadre dans lequel s'exerce ne serait-ce que l'égalité républicaine, le fait de garantir à tous les citoyens qu'ils habitent au nord, au sud, dans un coin où il y a du vent, du soleil ou pas, ils auront le même accès à l'énergie, par exemple, puisque tu parlais tout à l'heure de service public de l'énergie. Donc il y a un cadre, on a besoin de ce cadre, surtout en matière de planification, pour penser le long terme, qui est le temps de l'écologie, pour penser la maîtrise publique. Et puis il y a l'aspect local, la déclinaison de tout ça. D'ailleurs, dans le programme de la France Insoumise, on propose qu'il y ait des délégués départementaux sur le principe de l'éducation nationale, par exemple, qui soient en charge justement de ces aspects de planification écologique et environnementaux. Et l'idée est que tout ce qui peut se faire, c'est le principe de subsidiarité. Tout ce qui peut se décider et se faire au niveau local se fait au niveau local, mais dans un cadre qui garantit tout simplement la liberté et l'égalité de tous sur le territoire. On n'a pas tous complètement la même vision de la question de la décentralisation, par exemple. C'est quand même une question sur laquelle on a aussi des nuances, sur le poids des compétences, sur l'autonomie dans les écoles, sur la question de la souveraineté européenne, justement, à se charger de la question écologique. Donc je crois que moi, c'est comme ça que je le vois. Après, on peut s'engueuler avec Mélenchon sur la Russie, sur Castro ou sur d'autres choses. Mais sur cet aspect-là, au fond, moi, c'est quel est le moteur de la transformation, qui, à mon avis, est un peu différent du fait aussi, potentiellement, de nos cultures politiques. Moi, je crois que, encore une fois, les transformations sont telles qu'il faut l'adhésion de chacune et de chacun. Qu'il faut donner à chacune et à chacun le pouvoir de reprendre la main. Et de reprendre la main, moi, dans cette question de l'égalité garantie par Paris, j'y vois aussi aujourd'hui beaucoup d'iniquités. On prenait par exemple la question de l'éducation. Aujourd'hui, on joue sur l'égalité de l'école. La réalité, c'est on construit
par cette égalité de moyens, une inégalité sociale, éducative extraordinaire. Donc sur beaucoup de choses, moi je préférais moins d'égalité prônée par l'État, mais qui ne se traduit pas sur les territoires, et plus de l'équité à l'échelle des territoires. En l'occurrence, cette critique, elle est liée à une certaine forme et à une certaine vision de l'État qui est très cadrée par la Ve République. Parce que l'État, en réalité, il ne faut pas oublier que c'est nous. Et que la Ve République et la démocratie représentative aujourd'hui en font un instrument effectivement qui n'est pas, nous, à notre convenance, hein, puisque la Sixième République et la question de la constituante et tout ce qu'on a théorisé, tu parles de démocratie autour de la révolution citoyenne, justement sur l'adhésion de chacun, dont une partie d'ailleurs s'est inventée en Amérique du Sud, dans des pays dont on peut parfois s'inspirer parce qu'il s'y produit aussi des choses intéressantes. Donc il y a ce cadre-là, évidemment, à changer. Après, honnêtement, le fait de décentraliser certaines fonctions régaliennes de l'État ou certains grands services publics introduit de l'inégalité de facto. Si on commence à donner la possibilité à chaque établissement, par exemple scolaire, puisque tu parles d'éducation, de recruter ses propres professeurs, de choisir ses propres élèves, d'adapter ses propres programmes, que ce soit à l'échelle d'un établissement, d'un département ou d'une région, on introduit une inégalité de fait. On sait aujourd'hui qu'il y a des territoires plus riches que d'autres. Moi, je suis dans la Drôme, dans un territoire rural de montagne. Si on va vers ce système, on est sûr de perdre tout ce qui nous reste de services publics en matière de santé, d'éducation, de rails, etc. Mais l'autonomie de l'école, ce n'est pas forcément de faire du directeur d'établissement un chef d'entreprise qui gère et les élèves et les enseignants. Moi, je suis pour qu'on fasse de l'expérimentation à l'échelle des établissements, à l'échelle de bassins de vie, y compris pour créer de l'interdisciplinarité, y compris pour penser peut-être différemment, pas le socle de connaissances à acquérir, mais la façon de l'acquérir. Je pense qu'on est dans un système aujourd'hui contraint. Moi, c'est une des mesures des écolos sur l'école. C'est plus où il y en a plus besoin. Et qu'aujourd'hui, en fait, derrière, et pour avoir eu le débat bien souvent, derrière cette question d'un service public de l'éducation unique, se construit une inégalité extraordinaire. Et moi, j'ai envie qu'il y ait plus de moyens sur des établissements qui sont plus en difficulté et que les équipes pédagogiques, pas chefs d'entreprise, que les équipes pédagogiques aient une autonomie sur les programmes, sur ce qu'il faut apprendre, sur les programmes. Mais bien sûr, moi j'ai rencontré des écoles qui faisaient des gros programmes au moment de la COP21, en équipe interdisciplinaire, ils simulaient la COP21, ils simulaient une négociation climatique. Il y avait le prof d'histoire géo, français, sciences de la vie. Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas se faire dans l'ensemble des écoles françaises? Mais parce que pourquoi certains endroits et pas à d'autres si on considère que c'est important? Un autre collège lié à d'autres préoccupations qui peuvent être locales, qui peuvent être internationales, peut choisir un autre projet pédagogique. Mais ça se fait déjà aujourd'hui. Il y a évidemment des sorties scolaires et des activités qui se font en fonction de spécificités locales. Mais sur le programme, là, c'est plus que des sorties scolaires. Sur le programme de connaissances, qu'est-ce qui peut justifier à un moment donné qu'un écolier à un endroit n'ait pas accès aux mêmes connaissances ou apprentissage j'ai pas parlé du socle de base. Mais j'ai parlé de donner plus de capacité d'animation éducative, d'animation pédagogique, d'échange entre eux, qu'aujourd'hui, un système qui est géré par Paris et qui impose un peu à tous les établissements de faire à peu près la même chose, sans autonomie et sans capacité à, au fond, trouver les moyens d'intéresser davantage les élèves à ce qu'on leur apprend. Et par ailleurs, sur ce que tu dis juste par rapport à la question de la répartition des moyens, c'est tout le principe de la péréquation, justement, qui est aujourd'hui garanti par l'État. On peut dire Paris, mais imaginons un État délocalisé à Lyon ou à Marseille. Moi, ça ne me pose aucun souci. Mais si on veut avoir une vision à un moment donné de là où il faut renforcer les moyens, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'est en train de faire le gouvernement, notamment sur les zones d'éducation prioritaire, les collèges et les lycées, il faut bien avoir à un moment donné une vision d'ensemble et avoir une possibilité de répartir justement en fonction des besoins. Mais après, par exemple, imaginons, je sais pas, on ne va pas faire tout le débat sur l'éducation, mais imaginons par exemple la question des rythmes scolaires. Mais ça marche pour l'énergie, ça marche pour plein d'autres choses. C'est vrai.
C'est pour ça que je suis à fond pour la décentralisation. Mais je pense que l'État surplombe la société en France, c'est insupportable. Je pense que ça ne veut pas dire que l'État doit disparaître. La Cinquième République surplombe la société. L'État surplombé avant la Révolution, surplombe depuis la Révolution. Je pense qu'on a un fonctionnement de l'État dans notre pays qui infantilise les citoyennes et les citoyens. On a un État qui considère en permanence qu'il pense mieux que la société, avec des responsables qui pensent mieux que la société, qui n'arrivent pas à redonner le pouvoir. Là, c'est du gouvernement dont tu parles, pas de l'État. Non. L'État, avant la Ve République, c'est déjà comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut, et je crois que là-dessus, peut-être, on est d'accord, il nous faut redonner le pouvoir aux citoyens à travers des assemblées citoyennes tirées au sort, à travers des conférences de consensus, à travers des votations citoyennes qui permettent justement de casser un système où on élit de manière un peu incroyable une personne providentielle tous les 5 ans, en lui confiant tous les pouvoirs, en réalisant évidemment le lendemain qu'il n'a pas tous les pouvoirs et qu'il ne règle pas tous les problèmes. Est-ce que je peux je vous écoute depuis 10 minutes, faire un petit point d'ordre? C'est-à-dire, j'ai l'impression, en plus, en ayant lu donc, ce programme avec ces 3 urgences, l'urgence démocratique, c'est ce que vous venez de dire, on ne va pas transformer la volonté de tous en choix d'un seul. C'est normalement ça, pour repasser à une constituante, etc. L'urgence sociale, on en a parlé ensemble tout à l'heure, l'urgence écologique, vous êtes d'accord? Alors, donc au fond, le désaccord, c'est une désaccord de cul. Je parle de ceux qui nous écoutent, on sent bien la panade de l'émancipation, de l'espérance, de l'envie d'égalité par rapport à tout ce qui menace et que vous combattez chacun avec vos armes. Donc, qu'est-ce qui vous sépare? C'est une culture politique différente, une histoire politique différente, une méfiance parce qu'il y a un leader Maximo de l'autre côté? Non, mais je provoque. C'est vous qui l'avez dit. Non, mais parlez sans langue de bois, parlez sans langue de bois, pour qu'on comprenne vraiment. Parce qu'autrement, on se dit, c'est pour ça que je répétais que vous faisiez liste commune parfois dans des régions. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord, il peut y avoir des questions de personnes, il peut y avoir des questions. Mais dans le moment de crise de civilisation, et de défis immenses. Et s'il y a une culture qui le pose, ça, c'est l'écologie, qui dit les civilisations sont mortelles, les espèces sont mortelles. Donc, est-ce que là, vous ne nous parlez pas de petites différences par rapport à des enjeux plus globaux? Je ne veux pas vous marier, mais je vous pose la question. Je crois que, on a fait effectivement un peu la liste des points de convergence. Sur l'écologie, je crois que plus personne aujourd'hui ne prétend qu'il y ait de différence effectivement entre ce que porte Europe Écologie Les Verts et ce que peut porter le parti de gauche ou la France Insoumise. Je veux dire, sur Notre-Dame-des-Landes, sur le nucléaire, sur la transition, sur l'agriculture biologique et paysanne, sur la transition énergétique, sur tout ça. Je crois qu'il y a une base assez parfaite d'accord. Après, moi, je t'entendais, Yannick, tout à l'heure sur les questions d'emploi. Moi, je crois que cette question-là, elle est cruciale, la question que posait Jade Garde tout à l'heure. Sur, effectivement, la première réunion publique qu'on fait pour parler de transition écologique, s'il y a des gens normaux dans la salle, c'est la question qu'ils nous posent. C'est la question, effectivement, des suppressions d'emplois et de qu'est-ce qu'on met en place par rapport à ça. Et c'est vraiment ce qui a guidé, nous, notre réflexion sur l'écosocialisme, c'est cette nécessité qu'on a ressentie à un moment donné de réconcilier deux mondes qui ne l'étaient plus, le monde du travail, de l'industrie, pour faire court, des syndicats, et le monde de la défense de l'environnement, pour faire la démonstration qu'en réalité, le système économique tel qu'il existe aujourd'hui détruit à la fois la nature, les écosystèmes, mais aussi le monde du travail, les travailleurs. Et que donc il y a un intérêt commun, il y a un intérêt général qui est renforcé aujourd'hui par la question climatique à préserver les conditions de vie sur Terre. Et donc une alliance justement à faire entre ces différents milieux militants, associatifs, syndicaux, etc. Et je crois, par rapport aux questions d'emploi, qu'on ne peut pas envisager la transition ou la bifurcation ou la révolution ou la planification écologique, quel que soit le terme, sans apporter des réponses à ça. Et ces réponses à ça, pour moi, elles passent aussi par des réponses qui sont effectivement d'ordre économique et notamment de remise en cause du système capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui, parce que tu parlais
de gagner en productivité. Mais ça fait des années qu'on gagne en productivité en France et en Europe. Le problème de la productivité, c'est de savoir où vont les gains de productivité. Est-ce qu'ils vont rémunérer des actionnaires et du capital? Est-ce qu'ils vont augmenter des salaires? Est-ce qu'ils vont réduire du temps de travail? Donc la question ne peut pas être uniquement celle-ci. Elle doit être, à mon avis... Je n'ai pas dit qu'il fallait augmenter les gains de productivité. J'ai dit qu'au contraire, le travail était beaucoup plus intense en France que dans la plupart des pays européens et du monde, et qu'il fallait désintensifier le travail, au contraire. Mais réaction globale Oui. à ce propos par Je n'ai pas bien compris si ça répondait à votre question. Mais en fait, parce que juste pour finir, et je finis rapidement, mais du coup, ça me semble compliqué de parler de transition écologique sans aborder effectivement la question de l'Union européenne ou la question de la relocalisation de l'activité et du protectionnisme, par exemple, pour venir sur ces sujets-là. Pour expliquer juste le propos, c'est que si on ne protège pas en même temps notre industrie, nos savoir-faire, si on ne met pas en place des protections qui nous permettent de recommencer à produire ici et non pas effectivement au Bangladesh ou je ne sais où, les produits qu'on consomme ici. Or, aujourd'hui, ces barrières, ces protections, elles sont de fait interdites par le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui prône le libre-échange et la libre circulation des marchandises. Donc cette critique de l'Union européenne, ce n'est pas une posture, c'est un principe de réussite de la transition. La question, c'est effectivement qu'est-ce qui relève de la posture, qu'est-ce qui relève du combat. Moi, quand je suis au Parlement européen, j'ai mobilisé l'ensemble du Parlement européen pour forcer la Commission européenne à mettre des droits anti-dumping sur les panneaux photovoltaïques chinois, qui étaient subventionnés à 50%. 50% du prix de revient était financé par la Chine, par l'État. Donc je me suis battu pour qu'on ait de l'anti-dumping au niveau européen pour protéger justement l'industrie européenne du photovoltaïque qui est très compétitive, innovante, voilà, bon, qui est évidemment un secteur d'avenir de ce point de vue-là. Après, j'ai fait le boulot de ça. Le Parlement européen s'est battu pour qu'on ait ça. Le problème, c'est que les Chinois, et là encore, c'est, pour revenir au débat précédent, c'est la faute des États. Les Chinois sont allés voir les Grecs, ils sont allés voir les Français, ils ont menacé tout le monde. Et tout le monde a cédé devant les Chinois de peur de perdre quelques milliards sur des projets aussi parfois illusoires que possible. Ce que je propose dans notre programme, c'est d'interdire les produits issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale. C'est évidemment de taxer les pays qui s'exonèrent, enfin les produits des pays qui s'exonèrent de la lutte contre le dérèglement climatique. Je me suis battu. Non, parce que la question de la posture est importante quand on est au Parlement européen. C'est de savoir qui fait le boulot, qui ne fait pas le boulot sur ces dossiers-là. Pour me battre, je me bats tout le temps pour que dans les marchés publics, il y ait une préférence pour les PME, qu'il y ait une préférence pour les entreprises locales, pour construire. Simplement, il faut construire le rapport de force pour gagner. On ne gagne pas au niveau français, on ne gagne pas au niveau européen. Mais c'est simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas gagné politiquement dans ces élections. Ma question par rapport à ça, il n'y a aucune remise en cause sur ces combats-là. Simplement, on dit tous, et c'est aussi un de nos points communs, qu'il y a une urgence aujourd'hui. Une urgence climatique, une urgence sociale, une urgence démocratique. Donc, à partir du moment où ces combats-là, on les mène chacun à notre niveau, nous à la région, à l'Europe, etc., et où aujourd'hui, on est dans un constat que ça ne fonctionne pas. Les panneaux solaires, la dernière boîte qui en faisait en France, Nexis, elle a fermé. Elle a été abandonnée par les pouvoirs publics. Donc, on mène des combats, ils ne fonctionnent pas dans ce cadre de l'Union européenne à 27. À partir de là, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait demain, en 2017, une fois qu'on est au pouvoir les uns les autres? Tu dis toi-même que ça ne marche pas au niveau de la région. On ne va pas sortir de la région. Est-ce qu'à un moment donné, on peut envisager une rupture avec ce système qui nous permette de retrouver un petit peu de marge budgétaire également, au passage, parce que là, on a encore l'ONEMA, l'Office national des eaux et des milieux aquatiques, qui se voit à nouveau sucrer 90 millions d'euros pour répondre aux injonctions de Bruxelles de réduction des déficits publics. Donc, à quel moment est-ce qu'on considère que l'urgence nécessite des actes qui sont des actes, si on ne peut pas les prendre à 27, qu'on prend à
là où on peut, là où on est au pouvoir, si on gagne l'élection présidentielle en 2017. Yannick Jadot, Parce que dans le la monde réponse. d'aujourd'hui, moi, je ne crois pas une seconde que la France, repliée sur ses frontières, pèsera, y compris sur la plupart des dossiers dont nous parlons. Je ne le crois pas, parce que, y compris, la France, elle est inscrite dans les échanges intra-européens. La France, elle est inscrite politiquement dans le monde, qu'elle ne peut pas aujourd'hui revenir à une puissance moyenne et décider de sa politique, que ce soit sa politique monétaire ou que sa politique économique. Je ne le crois pas. Je crois qu'elle doit construire avec d'autres une souveraineté justement pour obtenir la lutte contre le dérèglement climatique, la lutte contre l'extinction des espèces. Les choses se négocient à l'échelle internationale. Aujourd'hui, le sujet, avec l'arrivée de Trump, c'est est-ce que l'Europe va être un leader du climat et de la transition énergétique ? Ou est-ce que l'Europe va s'effacer avec Trump, Poutine et tout ça? Il n'y aura plus personne à l'échelle internationale pour faire de la coopération sur le climat qui est notre bien commun de l'humanité. Et je me bats, quand on parlait de trouver des emplois locaux, tout le projet que nous portons d'économie circulaire, de la réparation, du recyclage, du tri des déchets, du compost et tout ça est très créateur d'emplois. J'étais il y a quelques jours sur l'incinérateur d'Ivry, celui qu'on voit que tous ceux qui viennent à Paris finissent par voir, tellement les cheminées, ça pollue très haut. Le projet, c'est 2 milliards pour faire un nouvel incinérateur. Le projet porté par des associations que nous soutenons, c'est justement d'arrêter de faire de l'incinération, de faire du tri, de la réparation, du recyclage, du compost. Et bien ça crée des emplois. Et ça relocalise l'économie. Et ça, on peut le faire. Ce n'est pas la question de l'Union européenne ou pas de l'Union européenne. Ça, on peut le faire. Si la France fait du nucléaire et pas des renouvelables, ce n'est pas la question de l'Union européenne. C'est la France qui a choisi ça. Ce que je veux dire, et tu le sais, c'est qu'il ne suffit pas d'être en France pour faire des bonnes choses. Parce que l'État, y compris français, moi je combats le libéralisme de toutes mes forces. Mais dans la réalité, sur le nucléaire, ce n'est pas le libéralisme qui a créé le nucléaire. Les incinérateurs et la collusion de l'État avec ceux qui font les incinérateurs, ce n'est pas le libéralisme qui a joué Vinci à Notre-Dame-des-Landes, les autoroutes, les concessions autoroutières. Ce n'est pas le libéralisme, c'est la cogestion des politiques publiques par des gouvernements et des grosses boîtes qui ont été longtemps considérées comme des champions nationaux et qui ont surtout, parfois, desservi l'intérêt général. Donc, il ne suffit pas de revenir dans les frontières pour résoudre les problèmes. La question, c'est, il y a des problèmes qu'on peut résoudre à l'échelle et qu'il faut résoudre à l'échelle de la nation. Il y a des problèmes qu'il faut résoudre à l'échelle de chacun, à l'échelle de la région. Et il y a des problèmes dont on a besoin d'obtenir la résolution à l'échelle de l'Union européenne. Voilà ce qu'est moi, mon point de vue. Voilà. Mais je pense que... Finalement, vous avez quand même beaucoup de points d'accord. Eh bien, la France insoumise va rejoindre la candidature de Yannick Jadot. Formidable. Ou réciproquement. Puisque finalement, l'écologie devient le moteur de ce projet. Bon, elle l'est depuis. Je suis bien Non, mais placée devient, pour en témoigner. bravo. Elle l'est Je depuis, sais, depuis un bout de temps. je connais ton combat. Bon, donc, au moins, vous avez cet accord programmatique. Après, il y a... Pas surtout. J'ai compris. Vous posiez Non, mais après, il y a quand aussi même, des questions de stratégie. vous posiez des questions de politique internationale. Je suis désolé, je pense que la démocratie est au cœur du projet écolo. C'est vrai que quand j'entends Jean-Luc Mélenchon faire une oraison funèbre à Fidel Castro, ça me pose un problème. Moi, j'avais l'affiche de Che Guevara, comme tout le monde, dans ma chambre. Aujourd'hui, les résistants démocratiques... Enfin, le Che, il est resté que 5 ans. Hein, Non, je sais. Mais non, pour dire que j'ai aussi cette culture du romantisme révolutionnaire. Mais le romantisme révolutionnaire, ça doit toujours être la défense des libertés et de la démocratie. Les résistants à Cuba, ils sont dans les prisons. Les démocrates à Cuba, ils sont dans les prisons. Il ne faut pas m'expliquer que Fidel Castro a été le grand révolutionnaire qui a libéré son peuple. Il en a beaucoup enfermé, et particulièrement les démocrates. Tout dépend, je pense, de quelle liberté et de quelle démocratie on parle. Quand un résistant politique ou un journaliste est mis en prison, c'est juste une atteinte à la liberté de la presse, à la liberté individuelle. Oui, sauf qu'aujourd'hui, la France, et d'ailleurs ce serait intéressant de savoir justement si tu es élu président de la République en 2017, ce que tu ferais par rapport à
d'autres pays. Mais dont je on combats parle la moins collusion avec l'Arabie Saoudite, ou qu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen. C'est aberrant, c'est à l'envers de tout ce que devrait faire la France. Donc, je le pays-là combats que- aussi. D'accord. Mais Donc le on fait sort, de combattre donc on ça, sort par exemple de l'OTAN. Est-ce que ça c'est un point d'accord aussi entre nous? si on construit une politique de défense européenne. Moi, je suis pour une politique de défense européenne. D'accord. Je pense que nous devons, si on Et veut que pourquoi- l'Europe pèse dans le monde, il faut qu'elle ait une politique de défense. Et pourquoi les mandats de l'ONU aujourd'hui ne pourraient pas, en attendant une éventuelle défense commune européenne, remplacer les mandats de l'OTAN qui aujourd'hui nous emmènent dans Mais- des Mais guerres? je suis d'accord. On a toujours défendu les mandats de l'ONU. Mais qui défend Qui D'accord, a mis donc- un veto Donc pour on qu'on n'a fasse- pas besoin. Qui a mis un veto pour qu'on fasse l'aide donc on n'a humanitaire pas à Alep? besoin. C'est la Russie qui a mis un veto systématique. Oui, personnellement, D'accord. je suis pas russe, mais donc j'ai pas pris part à cette décision. Non, mais Et nous- j'ai quand même entendu Jean-Luc et Mélenchon on dire la condamne- Russie va régler le problème de la Syrie. Il l'a dit à la télé. Et on condamne. Et oui, il l'a réglé. Il est en train de bousiller tout le monde. Et on condamne avec la même force que toi et que d'autres, évidemment, l'horreur qui est en train de se dérouler à Alep. Tant mieux. Et sur cette question de la Russie, j'aimerais qu'on ne mélange pas tout. C'est qu'à un moment donné, il y a la question de Vladimir Poutine, et nous sommes opposés à Vladimir Poutine, et nous sommes en contact en Russie avec des opposants à Vladimir Poutine, dont certains d'ailleurs sont en prison aujourd'hui, et la Russie en tant que pays. Est-ce que ce qu'on propose, est-ce que tu proposes, est de cesser les relations diplomatiques avec la Russie, ou est-ce que c'est de Je pense considérer qu'aujourd'hui, il faut que sanctionner la clique poutinienne. Il n'y a que le rapport de force sur la clique poutinienne. ça veut dire quoi sanctionner la clique Bah, poutinienne? on a déjà des sanctions sur un certain nombre de personnalités russes autour de Poutine et qui sont déjà, faut saisir leurs biens, faut saisir leurs comptes, il faut les interdire de voyager à partir du moment où ils participent d'une dictature qui cause un génocide en Syrie. J'appelle ça simplement la défense des droits de l'homme. Et donc sur la Syrie, la résolution doit se faire, selon toi, sans la Russie autour de la table? Ben, aujourd'hui, la Russie, à chaque fois qu'elle vient autour de la table, qu'elle passe un accord, le lendemain, elle bombarde. S'il n'y a pas un rapport de force aujourd'hui avec Poutine, il s'en fout, il écrase tout le monde. Et donc, il continue à faire la guerre. Et donc, c'est quoi la résolution, Mais je de pense la qu'il faut situation en Syrie? construire On un l'a fait rapport avec de. qui? Je pense qu'il faut construire un rapport de force de l'Union européenne avec Vladimir Poutine, d'accroître la pression sur ce régime, pas sur le peuple russe, sur ce régime, pour le faire, pour lui imposer un rapport de force qui l'oblige à négocier. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il négocie, il trahit sa parole dans la minute qui suit. C'est quand même quelqu'un qui fait la guerre aux frontières de l'Europe, en Ukraine aujourd'hui. Et quand j'entends que des responsables politiques dire il faut arrêter les sanctions vis-à-vis de la Russie, c'est prendre acte qu'on peut annexer un territoire en Europe, à faire la guerre, et que finalement, il n'y aura pas de réaction. Ce qu'ont fait les États-Unis à Cuba, donc. Est-ce que ça justifie qu'on mette un démocrate en prison? Est-ce que le blocus américain sur Cuba justifie qu'on mette un seul démocrate en prison? Non. Alors on est d'accord. Donc il ne faut pas soutenir Fidel Mais- Castro. Bah, Fidel Castro. Il n'a pas mis de démocrates en prison? Non, mais Fidel. Est-ce qu'il a mis des démocrates en Est-ce prison qu'on ou peut pas? avoir un quand débat même. sérieux sur cette question qui ne soit pas uniquement dans les a priori et les idées C'est pas toutes une a faites? priori. Je te pose une question. il y a- Tu me il y a poses la quand même- question de la Russie. Est-ce Je te qu'on pose peut, la à question un de moment- Fidel Castro. D'accord, mais est-ce qu'on peut à un moment donné considérer que d'abord, la révolution cubaine a été un point d'appui pour un certain nombre de révolutions citoyennes en Amérique latine, que ça a été la première fois qu'un pays résistait à l'impérialisme américain et que ça a quand même un apport historique aujourd'hui pour comprendre la géopolitique de notre siècle, qu'on ne peut pas juste balayer du revers de la Manche, d'une part, et d'autre part, regarder avec un esprit critique, mais un tout petit peu observateur et aiguisé, ce qui se passe de fait à Cuba, ce qui s'y est passé et ce qui va s'y passer. Parce que balayer ça du revers de la main uniquement sur cette question-là, honnêtement, c'est nous faire passer à côté de choses très intéressantes, notamment sur la question de l'écologie.
Parce que voir comment Cuba fait en sorte d'avoir une agriculture, pour le coup, paysanne et bio, parce qu'ils sont sous blocus et qu'il n'y a pas d'intrants chimiques. Ils ont essayé beaucoup de mettre C'est des quand même OGM. pas Ils ont essayé beaucoup de mettre des OGM. C'est quand même pas inintéressant pour la suite. Ils ont essayé et je aussi pense de que mettre, de temps en temps, un des OGM. Mais petit peu d'humilité l'agriculture pour aller biologique, regarder ce qui se fait ailleurs, l'agriculture biologique, y compris parce que serait ce pays intéressante sous pour la blocus suite. ne pouvait pas se fournir en engrais, mais ils ont essayé de mettre des OGM, ne justifie pas qu'on mette des démocrates pas en de prison. OGM. Je suis désolé. On a, hélas, La plus on grande est- prison sur le sol cubain, c'est Guantanamo. Et Mais je j'aimerais la entendre condamne. autant. Oui, mais j'entends moins de remarques. Quand même Mais sur ça ça tombe toujours aux mêmes endroits comme par hasard non, parce que qui sont là, les c'était le seuls sujet. endroits où des politiques ont été mises en place qui sont allées sur des conséquences concrètes pour la population immédiate en Sauf matière que d'éducation, en matière de santé, je en combats- matière de sécurité. Je combats Et ce qui Guantanamo. me gêne, moi, c'est mais le quand- deux poids, deux mesures. Je condamne Guantanamo, mais quand quelqu'un aux États-Unis combat Guantanamo, il a accès au débat public. C'est une vraie Pardon, aussi différence. Chelsea Manning aujourd'hui. Ça veut pas dire. Chelsea Manning aujourd'hui aux n'excuse pas. États-Unis et dans mais- une cellule à l'isolement depuis des On est semaines au- dans l'indifférence on est au générale. bout. On est obligé, là, on a dépassé d'un bon quart d'heure, mais ça passionne de toute façon nos auditeurs. On aura compris qu'il y a un accord, on l'a vu sur l'écologie, et qu'après, la place des désaccords, y compris Des débats, en tout termes, cas. non, mais des débats et des échanges en termes géopolitiques. Alors, comme